Buongiorno mes amis, bienvenue sur Create Your Paradise. J'ai changé mon bureau de place, je suis contente, j'ai un peu l'impression d'avoir déménagé ce week-end. À chaque fois je change les meubles, tous les 6 mois j'ai besoin d'un petit peu de change, de changement. Donc malheureusement, j'aurais préféré que ce soit ma bibliothèque derrière, mais là on a le four, une bouteille d'eau, un truc de café. Bon, il va falloir que je revoie ça. Hein, je vais faire une... je sais pas. Ouais, c'est pas... il y a le balai aussi. Bon, bref, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la honte. Voilà, bah n'ayons pas honte. Hein. Il y a des choses, n'ayons pas honte du décor. De la honte et en fait de l'échelle émotionnelle que j'ai faite et qui est justement en lien avec la honte. Donc peut-être que ça pourra aider certaines personnes, j'en sais rien, vous savez, vous commencez à me connaître, je partage mes expériences en espérant qu'elles puissent résonner avec certaines personnes et puissent faire des déclics ou des prises de conscience quelconques, voilà. Donc, ces derniers temps, je fais le petit résumé si vous n'avez pas vu les autres vidéos, ces derniers temps, période difficile, les douleurs du passé qui remontent, on a l'impression qu'elles reviennent à la surface pour être prises en compte, pour être vues et pour être traitées, et sans avoir vraiment le choix de les traiter parce qu'au bout d'un moment, voilà. Et donc je me suis dit, il faut traiter ce truc-là, quelques crises, etc. qui font que, bon, on va voir ce qui se trame au fond. Et je fais donc appel à Laurent Martinez, dont je vous ai parlé sur l'autre vidéo. Par contre, alors, moi il me faut toujours une petite musique derrière, mais quand elle est juste là, c'est un peu plus chiant. Mais si je baisse, si on entend encore un peu, j'aime bien. Et donc je fais appel à lui pour faire une échelle émotionnelle. Donc une échelle émotionnelle, c'est aller voir vraiment l'émotion racine qui nous fait ressentir certaines choses. C'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi en PNL, hein, on questionne, on voit ce qui nous fait sentir comme ça, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, qu'est-ce qu'il y a encore en dessous de ça, encore en dessous, encore en dessous, encore en dessous, pour décroter vraiment cette émotion racine, de voir aussi d'où elle vient et pour pouvoir ensuite travailler dessus, parce que effectivement on s'identifie parfois, on s'identifie souvent à des émotions dont on n'a même pas conscience. D'ailleurs en ce moment je lis Dialectique entre le moi et l'inconscient de Jung, très très intéressant, j'en suis qu'au début pour l'instant, mais je pense que ça va être très intéressant. Forcément. Et donc du coup je me suis perdue. Et en fait, ce sont des choses inconscientes, mais qui vont faire qu'on a certains automatismes qu'on ne comprend pas, certains comportements, et puis qui vont nous faire chier. C'est aussi ce qu'on appelle l'ego, hein, cette identité virtuelle, comme il dit souvent dans ses vidéos que je vous invite à aller regarder, voilà, à laquelle on s'identifie et qui nous bloque quand même pas mal de choses et qu'on pas les mots, donnez-moi les mots. Ces réactions que l'on va avoir surtout dans les relations et surtout en couple. Et d'ailleurs, je vous ferai aussi une autre vidéo par rapport à ça parce que j'ai eu des révélations ces derniers temps, des choses que je ne voyais pas et que j'ai vu, pouf, j'ai ouvert les yeux sur mes réactions à moi en me disant, putain, c'est quand même dingue que je n'ai pas vu ça. Donc je vous en parlerai parce que c'est assez rigolo. Enfin, rigolo. De ne l'avoir pas vu et de le voir après. Bon, et donc on a fait une échelle émotionnelle. Et je me rappelle que j'en avais fait une à Paris il y a très longtemps, on était dans un resto avec un coach très tac tac tac, comme ça. Bon après moi j'aime bien qu'on me bouscule un peu, j'aime pas le truc un petit peu trop calmos, j'ai besoin que ça me bouscule, même si ça me fait mal, même si ça me fait rentrer dans des douleurs intenses, etc. Mais j'ai besoin que ça aille comme ça. Et en fait, je me rappelle que j'étais au resto avec 2 personnes que j'avais rencontrées dans une formation à Paris, l'Académie Zéro Limite, pour ceux qui connaissent. Et puis cette personne-là, elle m'avait fait une sorte de coaching, mais en fait, je la quittais 10 minutes plus tard, quoi. Et puis, je me rappelle que j'avais crié dans le restaurant, mais parce que j'ai le droit d'exister! Non, j'ai pas le droit d'exister, parce que c'était ma truc source, c'était le fait que je n'ai pas le droit d'exister. Il me dit, bah voilà, tu l'as ta racine. Donc là, on a refait une échelle émotionnelle, on en revient du coup un petit peu à ça, ce qui fait que ça me met parfois dans des comportements que je n'arrive pas à gérer et qui font justement cet effet un petit peu de crise où j'ai l'impression de mourir, et si je ne meurs pas ou quoi, je peux aller jusqu'à me faire du mal à moi-même dans cette notion sûrement de disparaître ou j'en sais rien. Et donc, en faisant l'échelle émotionnelle, d'ailleurs ça aurait été bien que je vous
à moins que je l'ai de tête, parce que c'est sur mon PC où j'ai un petit peu noté tout ce qu'il m'a dit de noter avec mes propres mots, bien sûr. Et en fait, l'identité virtuelle, c'était « j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule », donc c'est mes mots hein, quand on a fait l'entretien. J'ai honte, je veux disparaître. Bon, il y a un truc de m'en prendre plein la gueule, la honte et le fait de disparaître. Donc bien sûr, on s'est basé sur une émotion que j'ai vécue il y a quelques jours. On est parti de là pour voir ce qui fait ressortir cette émotion-là, cette crise même. Et puis du coup, je suis remontée à mon harcèlement scolaire, pour ceux qui connaissent un petit peu ce gros traumatisme quand même que j'ai eu. Et comme il me dit, mais en fait, ton harcèlement scolaire, ce n'est qu'une redite de ce que tu ressens déjà à l'intérieur, et en fait c'est quelque chose de beaucoup plus loin que ça. Et à y repenser, le harcèlement c'était vraiment le bouquet, alors pas final puisque après il y a encore eu du rejet, mais ça a été le feu d'artifice, hein, on peut le dire. Mais c'est vrai que si je regarde avant ce harcèlement, en primaire je ressentais du rejet, en maternelle, alors bizarrement en maternelle je me souviens que j'avais 2 amoureux, s'il te plaît, Michael et Aurélien, qui m'attendaient le matin avec les bras comme ça, un à droite, un à gauche, et j'allais m'installer entre les deux, Michael et Aurélien. Je me souviens même des noms de famille, je ne les dirai pas. Mais mis à part mes 2 amoureux en maternelle, je me souviens d'une histoire où je m'étais fait, je crois, un petit peu rejetée par une copine pour une histoire de chewing-gum. C'était en maternelle, ça, ouais, on mangeait des chewing-gums. J'ai pas d'enfant, alors je ne sais pas à quel âge on mange des chewing-gums. Mais il y avait une histoire de chewing-gum avec Sophie. C'était quoi cette histoire de chewing-gum? Non, c'est mon chewing-gum. Non, c'est ton chewing-gum. C'est mon chewing-gum. Et Aurélien? Elle est amoureuse d'Aurélien. Bref, des souvenirs reviennent. Donc voilà, et en fait, je reviens au harcèlement et je reviens un petit peu avant et je me dis, mais c'est vrai que ce sentiment de rejet, finalement, je le ressentais quand même un petit peu avant. En primaire, je sais pas, j'ai toujours des images qui me reviennent près des poubelles avec un mec où je m'étais sentie super mal parce que j'avais l'impression qu'il me rejetait. Et puis après sur les marches où j'étais avec une copine mais où je me rendais compte que j'avais pas forcément beaucoup de... Enfin voilà, les groupes, j'ai jamais pu être dans les groupes, etc. Donc déjà, c'est vrai que je ressentais ça. Il me fait un peu rappeler que bah oui, le harcèlement, finalement, c'est peut-être, encore une fois, feu d'artifice si on veut, mais bon, voilà. Et puis donc, on en revient, et puis il me dit, mais donc pendant le harcèlement scolaire, comment tu te sentais? Alors j'ai pas envie de rouvrir mon PC là pour vous dire exactement tout le truc, on va aller directement à l'essentiel. Mais en gros, on en est arrivé au fait qu'en fait, j'avais peur, je voulais pas faire honte à ma mère. Et que j'avais honte, et qu'en fait, le sentiment, hein, c'est pour ça aussi que je parle de la honte, le sentiment que j'ai et qui me suit depuis toute ma vie, c'est la honte. La honte, la honte. D'ailleurs, quand je parle à ma mère de certaines choses, je sais pas, je fais la honte, oh la honte, oh la honte. Et elle m'engueule souvent en disant, mais arrête avec ton histoire de honte, t'as honte de tout, t'as honte de tout. Tout le temps, on sait même pas où la honte. Et c'est vrai que j'ai toujours plus ou moins honte, mais alors je me fous des coups de pied au cul et je me mets en avant, et comme je dis depuis le début, quelque part, Create Your Paradise, ce que je fais là, c'est un peu une thérapie pour dépasser un petit peu ça, mais bon, je reviens à des moments où la honte me suit depuis toujours. Et en même temps, si je pense au harcèlement, c'était la honte, parce que j'étais vraiment, je passais dans des groupes et puis c'était, ah regarde, qu'est-ce qu'elle est moche, qu'est-ce qu'elle est grosse, qu'est-ce qu'elle est conne, enfin j'avais tout quoi. Donc au bout d'un moment, tu n'es plus qu'une honte, et c'est ce que je disais pendant l'entretien, j'avais l'impression, pour moi je suis une boule de honte, tout simplement une boule de honte, et en fait ce qui me faisait de la peine, c'était de me sentir, d'être la fille de ma mère et qu'elle puisse ressentir de la honte par rapport à moi, d'avoir une fille comme ça. Alors bien sûr, c'était pas le cas, mais c'est pour ça aussi que j'en parlais pas à ma mère, parce que pour moi, c'était trop la honte, quoi. Et donc, comme il me dit, alors il me demande ma relation avec ma mère, est-ce qu'elle est toxique, est-ce qu'elle m'a, petite, justement, fait ressentir que j'étais une honte pour elle, ou est-ce qu'elle m'a rejetée, parce que finalement, ça vient de là. Et pas du tout. Et il me dit, c'est encore pire finalement que tu n'es pas une mère toxique. Alors je dis pas que le lien est pas toxique parce qu'on est très fusionnel, donc ça peut être aussi toxique dans un certain sens, mais il me dit, si c'était vraiment une mère mauvaise qui t'a rabaissé, etc., au moins consciemment, tu pourrais t'éloigner ou tu pourrais couper un petit peu parce que tu l'as vécu. Mais là, en fait, tu as ressenti auprès de ta mère comme une
honte ou comme un rejet de sa part quand tu étais petite. Et du coup, ce qui fait que quand tu es petite et que tu te sens rejetée par ta mère, et tu as comme cette sensation un petit peu de disparaître ou de mourir, puisque si ta mère à 2 ans, à 1 an, elle te laisse de côté et qu'elle s'occupe plus de toi, tu meurs. Donc en fait, il me dit, après l'analyse, on a vu que c'était un truc comme ça. Et du coup, j'en parle à ma mère, et ma mère, elle me dit, mais enfant, mais t'as jamais été une honte, mon Dieu. Je dis, maman, non, c'est juste mon truc, ça peut être ressenti ou imaginé comme ça veut pas dire que c'est le cas, mais si moi, je me suis construite là-dessus, et qu'en plus, je n'ai eu qu'une vie qui a fait que, effectivement, j'ai ressenti la honte et le rejet toute ma vie, que je l'ai amplifié, parce que plus tu ressens quelque chose, plus tu l'attires, plus t'évolues comme ça, forcément, aujourd'hui, je suis paralysée, parce que en gros, comme il me dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux plus être toi, complètement, même si j'y travaille, parce que tu as tellement peur d'avoir honte ou d'être rejeté qu'à chaque fois que tu ressens que c'est... Enfin non, c'est même pas tu ressens pas que c'est le cas, puisqu'en fait tu vas tout éviter pour avoir la honte ou pour ne pas être rejeté. Et en fait ça veut dire que tu ne peux pas oser vivre ta vie telle que tu le voudrais réellement, puisque si tu n'oses pas te confronter à ça, et ce qui est normal, tu ne veux pas te confronter à ça, puisque si tu t'y confrontes, tu meurs. Hein, si on fait le truc direct, je sais consciemment que je ne meurs pas, mais en fait, il y a un truc qui fait que j'ai l'impression de mourir. Et c'est aussi pour ça, quand moi je vois mes cris, c'est j'arrive plus à respirer, je vais mourir. Et si je meurs pas, il y a une histoire aussi dans ces moments-là, se haïr, se punir, enfin des trucs comme ça. Et j'ai fait des recherches, alors juste pour que je repars sur ma mère, alors c'est marrant, j'ai quand même une lune en scorpion, la lune représente la mère dans un thème astral, et le scorpion, hein, ça montre quand même une mère qui pouvait être, en tout cas dans mon enfance, très ravagée, qui pouvait ne pas être bien psychologiquement, et moi ma lune, mon intérieur, mes émotions, mon intériorité, etc. et un petit peu en mode scorpion, donc hein, la planète maître du scorpion, c'est Mars et Pluton, donc on est quand même dans le... Vous voyez quoi. Et en fait, quand ma mère était enceinte, elle a eu une grossesse très difficile, donc je vous épargne sa vie, mais elle avait quand même, à ce moment-là dans sa vie, c'était très très difficile pour elle. Forcément, quand tu es dans le ventre de ta mère, déjà tu le ressens, donc rien qu'à ce moment-là, tu ressens déjà des choses, et tu imprimes déjà des choses. Donc ça a été archi difficile pour elle. Ensuite, de 0 à 3 ans, j'ai été, sûrement dû à la grossesse, j'ai été une enfant, je me tapais la tête contre le carrelage, je criais toute la nuit, je ne dormais jamais, j'étais assez infecte et je faisais des crises souvent, je pleurais souvent, mais sûrement parce que je ressentais, déjà, comme ma mère avec une grossesse difficile, je suis née finalement avec des turbulences déjà. Et ma mère, elle dormait à peine, elle a perdu je sais plus combien de kilos après l'accouchement, son père était en train de mourir en même temps. Il y avait plein d'autres choses dont, voilà, je vais pas tout raconter, mais il y avait plein d'autres choses. Et moi, forcément, en tant que... comme je lui disais, parce que du coup, j'ai essayé de réanalyser avec elle un petit peu mon enfance. Et elle me dit, oui, c'est vrai que c'était très difficile. Elle me dit, mais t'as jamais été une honte. Donc elle essaye un peu de s'en défendre, comme si moi je pensais ça. Non. Par contre, elle me racontait parfois que on habitait donc au 5e étage et que je pleurais tellement que même des gens du premier étage disaient, ah, mais c'est la petite fille qu'on entend la nuit en train de pleurer. Et en fait, comme me disait ma mère, tu sais, quand tu me racontais ces histoires-là, il n'y a pas si longtemps que ça, ou quand tu le racontes des gens, elle fait, oh, j'avais honte. Et je fais rien que ça, en fait, ça suffit. Peut-être que moi, j'ai imprimé que j'étais une honte pour toi, de pleurer toutes les nuits, ou alors elle me raconte souvent aussi cette histoire que du 5e étage au 1er étage, je me déshabillais complètement, enfin au rez-de-chaussée, je me déshabillais complètement et des gens rentraient dans l'ascenseur en disant mais elle habille même pas sa fille, et elle me dit oh, et puis j'avais même pas vu en rien de temps, t'avais enlevé tous tes habits, genre je t'habillais pas, j'avais honte de ce que les gens peut-être pouvaient penser, et puis à un moment ça a été quand même très très dur pour elle parce qu'il y avait tellement de choses que c'était difficile à gérer. Et du coup elle est partie avec moi aux États-Unis. Mon père est parti quand j'avais 3 ans, donc aux États-Unis. Ouais, c'est ça, j'avais 3 ans là. Et puis du coup elle a dit j'arrive plus là, il faut un temps de recul parce qu'elle était vraiment pas bien. Et elle a dit à mon père, est-ce que tu peux la prendre aux États-Unis? Donc j'ai passé 6 mois en maternelle aux États-Unis. Et puis au bout d'un moment, elle a dit, bon, elle avait réussi un peu, elle avait réussi à se reprendre, etc. Et du coup, je suis repartie en France. Elle a dit finalement, non, renvoie.
la moi pour Noël, et puis elle est restée, et puis je suis restée, et puis en fait elle pouvait pas se passer de moi, et voilà, et ma mère elle m'aime plus que tout, il y a pas de souci là-dessus. Mais comme je lui dis, je fais avec l'enfance que j'ai eue, qu'est-ce qui te dit que je l'ai pas ressenti, que je me suis pas ressentie comme un poids, comme une honte, comme le fait que tu me rejettes quelque part, parce que souvent, un jour dans la semaine, pareil, elle me laissait à ma grand-mère, parce qu'elle elle pouvait plus, enfin voilà, c'était vraiment une période très très dure pour elle. Je fais, tu sais pas, t'as pu faire une réflexion, et en même temps, ma mère, qui peut être très nerveuse aussi, elle a pu faire juste une réflexion à ma grand-mère, tiens, garde-la, moi j'en peux plus d'elle, ou des trucs à la con qu'on va dire et qu'on va dire comme ça, et que les enfants ils vont imprimer très fortement à l'intérieur, et en fait il y a Franck Lobvet qui en parle dans une conférence super bien de ça, avec une maman qui fait la vaisselle à un moment et qui est triste à cause du papa parce qu'ils viennent de s'engueuler, et puis elle répond très mal à sa fille, genre non, va dans ta chambre, nanana. Et puis du coup, elle a tellement une émotion énorme, la fille, en croyant qu'elle dérange sa mère, qu'elle laisse une partie de l'émotion, d'ailleurs dans l'astral, c'est pour ça que parfois on oublie des choses. Bon, je vais pas en occulte des choses, mais je vais pas parler de ça là. Et en gros, elle aura toujours une forme de nostalgie quand elle fera la vaisselle, parce que sans le savoir, eh bien ce jour-là l'a marquée profondément, parce qu'elle croyait que sa mère l'a rejetée, ou que sa mère ne voulait pas d'elle. Ou que c'est à cause d'elle que ses parents s'engueulaient. Voilà, c'est un truc comme ça. Et en fait, c'est des petites choses marquantes. Il y a aussi un autre truc, je sais plus d'où vient cet exemple, je sais plus du tout, mais ça m'avait marqué. Un gosse où on dit tu vas sous la table pour choisir la part des galettes des rois, et en fait il choisit la part, et puis il remonte dessous la table, et en fait il voit toute la famille rigoler aux éclats, il se demande qu'est-ce qui se passe, et en fait il est persuadé qu'on s'est moqué de lui, alors que pas du tout. Mais alors je sais plus si c'est dans une formation PNL que j'ai vu ça, parce que du coup tout le monde parlait un petit peu de ces des souvenirs qui étaient remontés, ou peut-être c'est dans une vidéo que j'ai vu ça, je sais plus. Mais en gros tu te dis, c'est un truc tellement anodin que comment tu peux te dire en tant que parent, parce que j'ai dit ça, mon enfant je l'ai, voilà, je lui ai ancré quelque chose dans sa personnalité profonde, dans son ego, et dont il va se protéger toute sa vie, qui va attirer, donc qui va se renforcer. Puis à 40 ans tu te rends compte, peut-être qu'en fait j'ai l'impression que ma mère a eu honte de moi, j'avais peur qu'elle me rejette, donc maintenant je fais en sorte de ne plus jamais avoir honte, et ni d'être rejetée par peur de mourir. Donc en fait c'est inconscient, mais il reste que 4 minutes, et c'est bien, j'ai fait le truc, comme ça je vais couper. Voilà, j'avais envie de vous raconter ça au niveau de l'échelle émotionnelle que j'avais pu faire, ce dont je me rendais compte, parce que bien sûr ça joue non seulement dans ta vie, dans tes projets, dans ton couple surtout, parce que tu vas aussi remettre beaucoup de tes blessures dans le couple, et c'est une autre vidéo que je ferai où je me suis aperçue de certaines choses dont je vous parlerai aussi, je vous partagerai, et comment on dépasse ça. Et donc comme il me disait, donc c'est un peu ça m'a quand même débloqué des choses, je pense, de le savoir. Bah oui, forcément, si tu le sais, c'est que tu peux agir dessus. Et en gros, il me dit justement, pour exister, pour le prendre à l'envers, pour exister, tu dois te confronter à la honte et au rejet, et même le vivre, pour te rendre compte que c'est pas parce que tu as honte ou parce que tu es rejeté que tu meurs. Donc en fait, tu dois faire l'expérience de ce que tu évites pour pouvoir pour que ton être profond puisse être rassuré par rapport à ça, et puis conscientiser qu'en fait, non, tu ne meurs pas, tu es là, quoi. Et donc, voilou. Donc, essayer de... Ouais, voilà, alors d'avoir honte, c'est en tout cas faire les choses, et puis tu te dis, si t'as honte, et si tu t'es rejeté, limite aller à, voilà, s'exposer à ça pour pouvoir évoluer et changer vraiment ta façon... ta construction intérieure. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire, puis ça me trouble. Il y a la caméra, elle fait tic, tic, tic. La caméra me rejette. Voilà, tic, 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 tic. Donc, je vous ferai une autre vidéo bientôt. Parce que du coup, forcément, ça me... Ouais, ça, c'est de voir, de conscientiser ça. C'est vrai que tu le vois, comment ça peut se manifester sur ta vie à divers endroits. Donc je sais pas comment ça va évoluer, je vais essayer dans tous les cas de travailler dessus. Et puis voilà, mais j'avais envie de vous en parler, peut-être que ça peut résonner pour certaines personnes. Et je verrai. Voilà. Et si je fais la con tout le temps, d'ailleurs, c'est que j'ai développé aussi ce côté auto-dérision, parce que de toute façon, je ne peux pas avoir honte, puisque je fais tout pour finalement avoir honte. Enfin, je veux dire, si c'est de l'autodérision, finalement, tu peux pas... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, allez, je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise. Au revoir.